En 1980 est sorti le roman Charlie, adaptant l'histoire d'une petite fille avec des pouvoirs pyrokinésiques liés à ses parents qui ont des pouvoirs différents d'elle. Le roman lui-même a été assez bien accueilli, je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, je tiens à le dire, donc cette critique sera une critique du film en lui-même et non pas par rapport au roman. Le film, je suis allé le voir juste par curiosité. Je ne savais pas à quoi m'attendre, j'étais juste curieux, une adaptation Stephen King. Il y a eu des bonnes et des mauvaises adaptations, pas besoin de vous rappeler Shining qui est probablement pour moi, même si c'est une très mauvaise adaptation dans le sens où elle est très infidèle au roman, c'est quand même un des meilleurs films de Stanley Kubrick et probablement un des meilleurs films liés aux histoires de Stephen King. En 1984, ils avaient déjà essayé de faire un premier film Firestarter. Pourquoi Firestarter et pas Charlie ? Je ne sais pas, si vous le savez, dites-le, moi je l'ignore. Et 38 ans après, ils se sont dit, si on réessayait de faire un nouveau film adaptant Charlie, qu'on appellerait encore Firestarter, avec des nouveaux acteurs et tout. Donc le film en lui-même, déjà la bande-annonce, j'arrêtais pas de la voir sur un jeu mobile auquel j'arrêtais pas de jouer, et ça a fini par me saouler et me désintéresser totalement du film, mais j'ai quand même fait un effort pour aller le voir, et qu'est-ce que ça vaut? On va en parler en détail. Mais avant, on va parler de l'histoire du film. Charlie cache ses pouvoirs de pyrokinésie aux autres élèves, mais un incident fait qu'elle se dévoile, et elle va devoir fuir avec ses parents afin d'échapper au gouvernement qui cherche à l'attraper pour exploiter son don. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée, je vois pas comment je pourrais vous le résumer autrement. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Firestarter? Eh bah c'était pas terrible en vrai. Il y avait certaines choses assez intéressantes dans le film, c'est pas faux, même si je pense que le roman est bien meilleur, mais encore je dois le lire. Le roman qui fait un peu plus de 600 pages. Donc adapter un roman de 600 pages en un film d'1h30, je pense personnellement qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour pouvoir le faire. Mais bon, même sans ça, le film est pas très emballant. C'est pas un film qui m'a marqué, c'est pas un film qui m'a beaucoup plu. Il y a même des problèmes d'écriture à certains moments, voire d'incohérence et de faux raccords, mais là qui se repèrent à mort. Parce que autant en général, les faux raccords et incohérences, faut juste bien ouvrir les yeux. Mais alors là, il y a des faux raccords qui sont ultra évidents. Mais on va en parler petit à petit. Donc oui, le film est pas terrible dans l'ensemble, mais il a quand même quelques points qu'on peut garder. On a par exemple le personnage principal Charlie, joué par Ryan Kiera Armstrong. C'est la jeune fille qui possède des pouvoirs de pyrokinésie, qui doit contrôler justement ce pouvoir en maîtrisant ses émotions. Parce que si elle a une émotion trop forte, boum, ça explose et ça expose son pouvoir. Donc oui, c'est assez dangereux. Après, je la mets dans les points positifs parce qu'en vrai, elle, on peut la comprendre par rapport à ce qu'elle traverse. C'est une préadolescente maintenant et donc les émotions commencent à fortement jouer. Et donc c'est un peu plus dangereux pour elle et ses camarades de ne pas maîtriser son pouvoir. Je vais pas parler de l'espèce de racaille là qui la harcèle à l'école, mais sincèrement, au moins en termes de compréhension, Charlie fonctionne. Après, on a Andy, joué par Zac Efron, qui est un père inquiet et qui veut juste protéger sa fille parce qu'il sait de quoi il est capable, lui, avec son don d'hypnotisme. Donc oui, vu qu'un jour il a dépassé les limites, on comprend pourquoi il ne veut pas que Charlie traverse aussi ça, parce qu'il a peur qu'elle aussi perde le contrôle et qu'elle le regrette au point de faire des victimes. Non, ok, le père de ce côté-là est assez bien développé. Le jeu d'acteur, c'est une autre histoire et on va y revenir, mais au moins, sur le côté protecteur du père qui a commis des erreurs et qui ne veut pas que sa fille fasse de même, ça marche. Même s'ils n'ont pas les mêmes dons, ça reste tout aussi dangereux l'un que l'autre. On a aussi la mère Victoria, jouée par Sydney Lemon. C'est la mère de Charlie. Elle veut que Charlie apprenne à utiliser son don alors que elle-même n'utilise plus son don parce qu'elle a peur. Enfin son pouvoir, pardon. C'est vrai qu'ils voient pas ça comme un don, je comprends avec les X-Men. Mais je peux comprendre aussi son point de vue. Là où le père a commis des erreurs en franchissant des limites et n'a pas envie que la fille fasse de même, d'où le fait qu'elle n'exploite pas ses pouvoirs, elle veut qu'elle apprenne à les maîtriser, à la fois parce qu'elle a peur d'elle à cause de ça, mais aussi parce que justement, elle ne les utilise plus, donc elle a appris à les contrôler et je pense qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle y arrivera. Oui, c'est compréhensible. Je ne pense pas que ça marcherait, mais c'est compréhensible, il faut l'admettre. Et enfin, un dernier personnage que j'aime bien, c'est le fermier Irv, joué par John Baisley. C'est un fermier qui a juste accepté de prendre Charlie et Andy en autostop et qui a décidé de les emmener chez eux pour une nuit. Mais en vrai, plus on apprend à le connaître, plus on a de la peine pour lui. Et j'ose le dire, c'est le personnage le plus touchant du film, par rapport à sa vie familiale avec sa femme et son passé. Les évolutions, il y en a pas beaucoup maintenant que j'y pense, c'est surtout Andy bien entendu qui évolue par rapport au chemin que va prendre Charlie, Charlie par rapport aux objectifs qu'elle doit accomplir et ce qu'elle va traverser, et il y a encore un autre perso qui évolue, mais lui on en parlera en partie négative parce que je trouve pas ça très logique en termes d'écriture. En attendant, oui, dans l'ensemble, il y a quand même quelques évolutions intéressantes par rapport à la situation, surtout par rapport à Charlie. En termes de symbolisme, il y a des choses assez intéressantes, ce que représente la pyrokinésie pour
Andy, mais aussi pour Victoria, et même pour elle-même, qui voit ça comme le fait qu'elle est détestée par tout le monde, qu'elle est rejetée, qu'elle peut pas être comme tout le monde. C'est classique, mais honnêtement ça marche. La majorité des musiques s'en sortent assez bien, c'est assez agréable pour les oreilles, voilà, pas grand chose à dire. Mais en même temps il y a John Carpenter qui a fait la musique, donc c'est pas étonnant. D'ailleurs ça me fait penser que le main theme ça ressemble beaucoup au thème d'Halloween. Un peu trop inspiré. La fin, qui est un peu liée à l'évolution du personnage dont je parlerai en partie négative, est un peu bizarre et en même temps c'est une fin logique par rapport à ce que Charlie a traversé. Donc je trouve que c'est quand même une fin semi-bonne. La relation père-fille entre Andy et Charlie qui est assez bien développée au fur et à mesure du long métrage. Il y a quelques effets spéciaux assez bien faits. J'aime bien par exemple l'effet des yeux quand Andy hypnotise quelqu'un, ou alors même Charlie, ça fait une espèce d'aura de chaleur quand elle commence à utiliser son pouvoir. J'aime bien ces effets. Et les costumes sont classiques mais ils définissent assez bien les personnages. Voilà, partie positive c'est fait, maintenant on va passer au négatif. Et Dieu sait que j'ai plus de choses à dire dans le négatif que dans le positif pour une fois. Je vais commencer par les méchants du film, à commencer par John Rainbird qui est un peu le méchant secondaire du film, joué par Michael Greyes. C'est un homme qui a aussi un don comme Charlie, mais qui maintenant est juste un chasseur de primes qui chasse les parents et Charlie pour la ramener à la commandante dont on parlera après. Le problème avec Rainbird en fait, c'est qu'il n'a pas réellement de développement. On le voit arriver comme ça, d'accord, il est chasseur de primes, et juste après il évolue comme ça, il se dit « Oh bah finalement, peut-être que j'ai mal fait de chasser Charlie ». Je crois qu'il y a eu des soucis pendant l'écriture du film par rapport au personnage. Je sais pas ce que ça donne dans le roman, dites-le moi si vous savez. Mais là, non, sincèrement, je n'y crois pas du tout. Je crois pas à son évolution et j'ai l'impression, limite, que la réflexion qu'ils apportent sur lui, ça n'apporte rien. Je sais pas, ils auraient pu essayer d'apporter du développement par rapport au fait qu'il ait tué quelqu'un de sa famille par le passé, je sais pas, ou alors qu'il en veuille à l'organisation. D'ailleurs, pourquoi il accepte de bosser encore pour eux? Donc oui, je trouve que malheureusement, Rainbird n'est pas très bien développé, ou du moins manque de développement. Et la deuxième, oh alors elle, clairement, c'est le cliché méchant pathétique que t'as envie d'oublier. Le capitaine Hollister, joué par Gloria Ruben. C'est juste une femme qui veut choper Charlie, soi-disant pour l'aider à contrôler son don dans des laboratoires enfermés. Ouais, on y croit à mort, ma fille. Youpi, t'as l'air trop sympa. Non seulement tout le monde grille rapidement que c'est la méchante, mais en plus, il y a vraiment des gens qui aiment cette méchante. Parce que sincèrement, moi, je veux bien laisser un effort quand il y a du développement et tout, mais elle, que dalle. Elle est juste là en tant que boss de l'organisation, elle veut Charlie pour soi-disant l'aider à contrôler son don, alors que tu vois à mort que tout ce qu'elle veut c'est l'avoir pour la contrôler, pour la manipuler. Ça ne marche pas, Capitaine Hollister, ça ne marche pas. Tu es un très mauvais personnage. Et tu es une très mauvaise méchante aussi. Ils auraient pu rajouter une raison personnelle, une raison plus profonde du pourquoi elle commande cet endroit. Mais non, elle est juste là en tant que nouvelle boss et oh là là, je vais avoir Charlie pour pouvoir manipuler ses pouvoirs, l'aider à la contrôler, mais en vrai je vais la manipuler. Non, 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 à la poubelle, c'est oublié ça. Puisque je parlais d'incohérence, je vais en parler d'une belle, et sincèrement, je vous jure, c'est une incohérence, ça me choque un peu. Au moment où Earth s'arrête, Andy l'hypnotise pour qu'il l'emmène à telle ville, je sais plus laquelle, on s'en fout. Alors, d'accord, il est hypnotisé, il doit obéir. Sauf que pendant qu'ils sont en train de rouler, Earth lui dit, comme ça, peinard, vous voulez venir manger un morceau à la maison? Je suis pas un expert en hypnotisme, mais je suis persuadé qu'il aurait pas pu normalement leur demander ça, étant donné que quand t'es hypnotisé, tu dois juste accomplir ton objectif et t'as même pas conscience que t'es hypnotisé. Donc comment ça se fait que Herve ait pu demander ça à Andy et Charlie alors qu'il était hypnotisé et devait à tout prix les emmener à telle ville? Je sais pas, mais pour moi c'est une incohérence. Le jeu d'acteur est vraiment pas génial. Au pire je peux pardonner la petite actrice qui joue Charlie, parce que bon, 12 ans quand même, c'est pardonnable. Mais pour le reste, c'est pas terrible en vrai. Tous les acteurs semblent pas investis. Au pire, la seule qui a l'air investie, c'est la capitaine Hollister. Mais comme c'est le personnage le moins crédible du film, mais Zac Efron, non. Je l'ai vu plus investi dans Greatest Showman, parce que là, il a vraiment l'air de s'ennuyer. Ce qui est vraiment regrettable, hein, parce que Zac Efron a prouvé que finalement, malgré High School Musical, il savait bien jouer. Mais faut croire que c'est pas avec Firestarter que tu vas améliorer ton CV. Alors, les faux raccords, je vais vous en citer deux, mais franchement, il y en a plein et ça m'a fait rire limite. Déjà, dans l'introduction, tu vois bébé Charlie, oui bébé Charlie, c'est Charlie en bébé, vous avez compris, qui est en train juste d'émettre des sons sans bouger la bouche. Genre elle est comme ça, et t'entends des sons comme si elle ouvrait la bouche, qu'elle rigolait, qu'elle... Ok, alors ça déjà c'est un énorme faux raccord qui se voit, mais alors le pire, je crois que c'est le moment où la police arrive chez Herve. On a Andy qui est à terre, Herve derrière lui qui s'est fait tirer dans la jambe et donc logiquement a du mal à bouger parce que déjà il avait du mal à marcher avant, là il a encore plus de mal maintenant qu'il a une balle dans la jambe, il est pas mort, sachez-le. Et quand les nouveaux flics arrivent, et bah Herve quand tu regardes il a bougé, genre tu sais pas où il est, il a disparu, poup.
tour de magie. Irv, il est quand même âgé et blessé, il a réussi à aller très vite dans la maison. Non, je suis pas débile, moi. Non, vous m'aurez pas comme ça c'est d'un fort raccord, madame. Il y a quelques points prévisibles aussi du scénario, comme Charlie qui va bien évidemment, au bout d'un moment, se rendre dans cette organisation du gouvernement pour Dieu sait quelle raison, mais c'était évident qu'elle allait y aller et faire des victimes. Tout le monde le voyait venir dès le début du film, ça. Les décors, j'ai pas grand chose à dire, mais alors, il y a une pièce que je trouve naze en termes de décor, c'est le bureau d'Andy. Andy, il a un endroit pour soigner les gens avec son pouvoir, ce qui est pas une mauvaise idée, et qu'il fasse de cette manière-là pour se rattraper de ses erreurs passées, vraiment, je valide. Le problème, c'est que les décors, ils sont vide. Il y a rien dans cet endroit, il n'y a pas de décor en fait limite. Mais en soi c'est pas grave, c'est juste bizarre. La dichotomie, c'est-à-dire le bien contre le mal, pour ceux qui ne le savent pas, enfin en termes d'écriture ça joue aussi sur une relation méchant-gentil. Là c'est vraiment pas terrible, ça se contente juste de Charlie croit qu'elle fait le bien avec son pouvoir, elle va affronter l'organisation, mais finalement son pouvoir est maléfique. Non, la dichotomie n'est pas bonne. La musique gênante, c'est la première fois qu'on voit Rainbird à l'écran. On a une musique un peu bizarre qui nous sort du film et j'ai pas compris ce passage. Maintenant que j'y pense, pour un film d'1h30, il est long ce film, il y a des moments où ça traîne, où tu te dis mais quand est-ce que ça va avancer? J'avais déjà cette impression avec Shining, mais Shining au moins, il y a le sens du détail, dans l'analyse tu vois que chaque plan raconte quelque chose. Là, non. Et même si le film ne fait qu'1h30, je le redis, il y a des moments où ça traîne. Et je dis pas que je veux de l'action à tout va, moi je veux une écriture réfléchie, des moments où ça se pose, oui, mais là vraiment il y a des moments où ça se traîne un peu et c'est saoulant. La mise en scène, elle est pas mauvaise, mais elle ne brille pas, il n'y a pas de plan marquant en soi, il y a juste une mise en scène assez classique. Il y a une scène inutile avec le docteur Joseph Wanless, je sais pas à quoi a servi cette scène, même en termes d'avertissement, ça servait à rien de la mettre, parce qu'on ne le revoit jamais après. D'ailleurs, c'est même pas un acteur qui jouait dans le film de 1984, donc vraiment aucun intérêt de le faire. Et la tension est inefficace. Tout comme l'émotion à laquelle on n'arrive pas à croire d'ailleurs. Mais la tension est réellement inefficace. À aucun moment je me suis dit « Oh là là, Andy est en danger. Oh là là, Charlie est en danger. Blablabla. » Non, la tension, ça a survolé l'écran, voilà. La tension, elle est passée du côté droit, elle est ressortie du côté gauche, voilà, c'est tout. Ça a juste fait ça. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler, mais je pense que je vais commencer par la fin. Donc à la fin, on a Rainbird et Charlie qui sont sortis du bâtiment détruit, sachant que Charlie venait de tuer son père et le capitaine Hollister avec son pouvoir de pyrokinésie. Sachant qu'on apprend aussi, je l'ai pas dit, mais elle a le pouvoir de son père et de sa mère, donc elle peut déplacer des objets comme sa mère par télékinésie, et elle a les pouvoirs d'hypnotisme de son père. C'est un peu la logique My Hero Academia, c'est-à-dire t'es né de parents héros, ou du moins de deux personnes qui ont des haltères, tu peux avoir les haltères de l'un ou de l'autre, ou les deux, comme Shoto justement, Shoto de My Hero Academia, il a les pouvoirs de glace de sa mère et le pouvoir de feu de son père. Donc là avec Charlie je l'accepte, surtout avec le fait qu'elle ait aussi la pyrokinésie, qui est un nouveau pouvoir qu'elle a elle, exclusivement. Le problème avec cette fin, comme j'ai voulu le dire, c'est que Rainbird est à côté de Charlie, il la porte et l'emmène ailleurs. Parce que Rainbird avant avait tué des soldats qui allaient s'en prendre à Charlie, et Charlie a décidé de ne pas le tuer finalement. D'accord, donc elle a renoncé à la vengeance, mais elle nous dit pas pourquoi, elle nous explique pas pourquoi. Sûrement parce que comme la majorité des œuvres de vengeance, oui mais si tu le tues, ça ne ramènera pas ta mère, ça ne te soulagera pas. C'est vrai, on connaît le message. Imaginons que quelqu'un connaît pas, il se pose la question du pourquoi elle l'a épargné. Surtout que Rainbird, il était prêt à accepter sa mort, hein. Il était à genoux, il se laissait faire, il disait rien. Et donc Rainbird après ça l'emmène et ça va peut-être donner un nouveau Joe. Je sais pas. En attendant, moi j'ai vu cette fin, je me suis quand même posé des questions sur l'écriture du scénario, notamment de Rainbird. Et donc là, je sais pas, ça va devenir le nouveau papa de Charlie. Sinon, un autre truc que je pourrais dire, c'est qu'Andy avec son pouvoir d'hypnotisme, ça détruit son cerveau maintenant. Et là, la dernière fois qu'il s'en est servi pour que Charlie le tue lui et le capitaine Hollister, ça a fait des dégâts mentaux cérébraux très dangereux. Bah fallait bien des limites aussi au pouvoir. Si t'as le pouvoir illimité et que t'as pas de limites ou de règles instaurées, c'est moins intéressant. Voilà, donc je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur Firestarter, donc que dire de ce film? C'est pas terrible. Je ne sais pas si c'est une bonne adaptation de Stephen King par rapport au roman, mais en tout cas dans l'exécution là, même en tant que film en lui-même, c'est vraiment pas un film qui vaut le coup d'être visionné au cinéma. Je pense que si vous voulez vraiment jeter un œil à ce film, vous devriez attendre soit la sortie en streaming, soit la sortie DVD Blu-ray. Mais honnêtement, non, Firestarter c'est pas un très bon film, j'ai un peu regretté le visionnage, sachant que je m'attendais à rien, hein. Mais je pense que Dewey résume très bien ma pensée de ce film. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Et je pense que je ne peux pas résumer autrement mon visionnage de ce film. Voilà, c'était mon avis sur Firestarter, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!